tout le monde, je me présente Tatiana Mouawad. Mon stage junior discute la greffe hépatique chez les patients drépanocytaires et en particulier les complications neurologiques en post-op. On commence par un cas clinique. Une madame L, patiente âgée de 52 ans, qui présente une drépanocytose SS depuis l'âge de 2 ans avec un profil hyperhémolytique, une cholestase chronique, et qui a rapporté un ictère clinique, des lombalgies et une asthénie importante. Donc le diagnostic de crise vaso-occlusive hépatique est posé et elle est prise en charge à l'hôpital d'Henri Mondor. Durant son hospitalisation, elle a aggravé sa biologie. Elle avait une bilirubine totale de 530 micromoles par litre, un TP à 30%, nécessitant son transfert en réanimation médicale, où elle a subi un échange transfusionnel avec 6 kg globulaires permettant une HbS de 17%, d'où son inscription sur la liste d'attente de greffe hépatique avec un MELT à 30. Devant la persistance de la CVO hépatique et l'insuffisance rénale aiguë avec syndrome hépatorénal avec une créatinine à 180 et une néphrotoxicité, l'état de choc qui était sans cause cardiogénique ou infectieuse peut être d'une cause hypovolémique, et l'encéphalopathies hépatique qui était marquée par un ralentissement psychomoteur mais sans confusion, et la thrombopénie associée à un trouble d'hémostase avec une hypoplaquétose à 107 000 et carence en vitamine K. La patiente est transférée en réanimation à l'hôpital Paul Brousse, où elle est rapidement prise en charge avec un complément de bilan hépatique, dont un scan cérébral, qui a montré un anévrisme du tronc basilaire et une malformation artério-veineuse pariétale supérieure gauche, avec 3 anévrismes associés. Après discussion avec le neurologue, on n'a pas d'indication à une embolisation. Devant la progression de la dégradation de la fonction hépatique avec un TP à 14% et une dégradation de l'état neurologique avec un Glasgow score entre 10 et 11 et augmentation du MELD à 43, heureusement on a appel à une TH le 7/11/2022 et la transplantation était faite. En per-op, la durée d'ischémie portale était de 6h04 minutes, la durée d'intervention totale 7h48 minutes. Des particularités per-op, drainage d'acide à 600 ml avec un syndrome de reperfusion sévère, perte sanguine à 7400 ml avec transfusion de 7 kg globulaires, 6 PFC, une unité de plaquettes. Sortie de la patiente du bloc avec 2 mg de noradrénaline en fin d'intervention. En post-opératoire, patient toujours sédatée, intubée et ventilée avec FiO2 à 50%. Elle était stable sous noradrénaline, mais dégradation de hépatique quelques heures après, avec un TP à 16%, une bilirubine totale à 246 et cytolyse importante, azate et alate élevée. Donc, on a demandé un scan abdo-pelve et cérébral en urgence. Le scan abdo-pelve a retrouvé une thrombose portale avec une nécrose hépatocytaire et le scan cérébral a retrouvé une hémorragie sous-arachnoïdienne frontale gauche spontanée. Donc, le tableau est en faveur d'une primary non-function du greffon avec une coagulopathie sévère. La patiente est inscrite en super-urgence de nouveau après avis neurochirurgical. Mais il y a eu une aggravation neurologique de nouveau, confirmée par un scan cérébral qui a montré un hématome sous-dural droit avec effet de masse et importante déviation de la ligne médiane, un engagement sous-factoriel et temporal, et bilatéralisation de l'hémorragie sous-arachnoïdienne en nette majoration. Devant cette aggravation neurologique et après discussion, on a décidé de retirer la patiente de la liste des super-urgences et décès de la patiente le 11/11/2022. Ces images montrent le scan cérébral à gauche qui identifie l'hémorragie sous-arachnoïdienne gauche et à droite l'hématome sous-dural droit. Nous avons été interpellés par cette complication neurologique et surtout qu'elle a été discutée au staff avec le neurochirurgien avec une décision que pas de geste neuroradiologique. Par conséquent, à partir de ce cas clinique, nous avons décidé de faire une bibliographie pour estimer le pourcentage des complications neurologiques chez ces patients.
Mais que la littérature est pauvre, nous n'avons trouvé qu'un seul article concernant ce sujet préparé par l'équipe de Mondor, qui est un hôpital spécialisé en drépanocytose. Cette étude faite en 2013 par l'équipe de Mondor, voici les patients et méthodes. C'est une étude rétrospective incluant 12 patients, 6 hommes et 6 femmes, 13 transplantations hépatiques, un cas a été transplanté 2 fois, dont 7 ont été réalisées dans les 30 derniers mois. L'âge moyen était 35 plus ou moins 8 ans, avec un score de MEL de moyen à l'inscription 38 plus ou moins 12. 84% des patients étaient sujets d'une transplantation hépatique suite à une insuffisance hépatique aiguë, 8% suite à une hépatite fulminante et 8% suite à une hépatite auto-immune subfulminante. 50% des patients requérant des vasopresseurs en réanimation, 4% étaient sous ventilation assistée et 4% traités par épuration extrarénale de type Mars. Comme complications en post-op, on trouve des complications comme complications vasculaires hépatiques, complications neurologiques, infections intra-abdominales, rejet aigu. Mais ce qui est évident sont les complications neurologiques avec le plus haut pourcentage à 58%. On avait un patient qui a été retransplanté en urgence pour des complications biliaires chez un greffon partagé. Pour le pronostic en post-opératoire, la survie était de 75%, alors que la mortalité était de 25% suite à une thrombose de la veine porte, un choc septique et un rejet sur aigu. Ayant été frappés par les complications neurologiques, nous avons décidé de faire une étude rétrospective locale concernant les patients drépanocytaires greffés à Paul-Brousse entre les années 2019 et 2022. C'est une étude rétrospective incluant 5 patients, 3 hommes et 2 femmes. Le recueil des données est obtenu à partir des dossiers de la réanimation, du service hépatobiliaire et des consultations d'anesthésie. Avec un âge moyen 35 plus ou moins 17 ans, le score MED était au minimum 11 et au maximum 43. 3 patients étaient hospitalisés dans le service alors que 2 en réanimation. Le motif des TH était des patients ayant une cholangite sclérosante primitive avec cirrhose, une cholangite sclérosante secondaire et ischémique, CVO hépatique sans cirrhose, CVO hépatique sévère avec cirrhose et insuffisance hépatique aiguë. Nos patients avaient de diverses comorbidités comme le tabac, le diabète, insuffisance rénale, syndrome thoracique aigu, mais 40% parmi eux présentaient un anévrisme cérébral. Période péropératoire. Le temps opératoire était en moyenne de 9h18 minutes. Tous les patients ont eu un monitorage hémodynamique invasif, un KTA et une Swan-Ganz. Ils étaient stables sous noradrénaline entre 0,25 et 1 mg par heure en fin d'intervention. Le taux minimal de transfusion était de 2 kg globulaires, alors que le taux maximal était de 7 kg globulaires, avec 6 PFC et 1 cas plaquettaire. On a eu plusieurs complications en post-opératoire, telles thrombose du porte, coagulopathie sévère, insuffisance rénale aiguë, mais on remarque la présence aussi d'une hémorragie sous-arachnoïdienne et d'un hématome sous-dural. 4 patients étaient extubés à J1 post-op, alors qu'un seul a resté sous ventilation mécanique pour des causes neurologiques, rénales, neurologiques, rénales, hépatiques et coagulopathie. Ensuite, décédé à J4 post-TH. Ce dernier cas était le sujet de notre cas clinique. Alors, la transplantation hépatique dans le cadre d'une insuffisance hépatique sévère chez un patient drépanocytaire est réalisable
mais semble être associée à une morbimortalité périopératoire plus importante, et notamment neurologique, que pour les autres indications de la greffe hépatique. Finalement, la question qui se pose, quelle attitude a engendré devant les anévrismes cérébraux chez les patients drépanocytaires et sujets de transplantation hépatique, a embolisé ou non, et ça reste une discussion ouverte. Merci pour votre attention.